Salut dur à cuire et contente de vous retrouver après presque 2 mois d'absence. En fait, je viens de passer 6 semaines en Équateur, dont 1 mois dans la forêt, en Amazonie, dans un centre de soins aux animaux sauvages. Donc c'était soit des animaux qui étaient confisqués du trafic, soit des animaux qui étaient blessés et que les locaux nous apportaient. C'était vraiment cool, mais alors par contre, pas internet pour avoir internet. Il fallait faire plus d'une heure de route, aller dans la ville de Puyo, si vous connaissez un petit peu l'Équateur. C'était roots, hein. Fallait pas avoir peur des serpents et des araignées, hein. J'ai trouvé des migales dans ma chambre. C'était un peu l'aventure, mais c'était vraiment trop cool. Mais bon, on va refermer la parenthèse et on va parler de notre héroïne du jour. Donc bien entendu, une héroïne équatorienne, hein, mais pas que. En fait, c'est une héroïne de l'Amérique du Sud en général, puisqu'on va parler de la sulfureuse, de l'intrépide, de l'énigmatique Manuela Sáenz. Une femme vraiment passionnante et intrigante. J'espère qu'elle va vous plaire. Et écoutez, on y va. Alors avant de prendre mon avion, j'ai passé 2-3 jours à Quito et j'ai pu faire le musée Manuela Sáenz, donc un musée entièrement dédié à Manuela. Compliqué pour le visiter, hein. C'est fermé le lundi, le mardi, le mercredi, je crois. Et faut appeler au préalable vraiment pour savoir si le musée est ouvert. Moi, j'ai essayé 3 fois de le visiter. À chaque fois, on m'a dit que c'était pas possible pour diverses raisons. Finalement, juste avant de prendre mon avion, quelques heures avant, j'ai pu y aller. Alors, il faut parler espagnol parce que la guide est très gentille, mais elle parle pas anglais. Et en fait, le musée, c'est 2 grandes pièces avec plein d'objets. Et puis la guide, elle parle en montrant les objets. Donc c'est pas un musée qu'on peut faire tout seul. On va dire que j'ai compris 50% des infos. Mais ouais, si vous êtes hispanophone et que vous passez à Quito, je vous encourage quand même à aller faire un petit tour dans ce musée, ne serait-ce que pour le soutenir, parce que c'est une bonne initiative. Alors, comment décrire Manuela ? En fait, selon qu'on l'aime ou qu'on la déteste, forcément, on va avoir une approche différente. Pour certains, c'était une patriote convaincue. Pour les autres, c'était une libertine immorale. Mais en tout cas, tout le monde s'accorde à dire que c'était une femme qui a vraiment compté dans l'histoire de l'Amérique du Sud. Alors Manuela née à la fin du XVIIIe siècle à Quito, hein, l'actuelle capitale de l'Équateur. Elle est la fille illégitime, donc née hors mariage, d'un très riche commerçant espagnol et d'une aristocrate. Alors, sa jeunesse, elle va la passer dans l'opulence. Vraiment, son père était richissime. Malheureusement, sa mère va ne mourir pas après sa naissance. Et même si elle a grandi à l'abri du besoin, même si elle a reçu une très bonne éducation au sein des meilleurs couvents de la ville, malheureusement, sa vie va être sans affection et sans amour. Clairement, elle va rechercher, c'est ça, l'amour et l'affection des autres toute sa vie. Enfin, du moins, quand on lit en détail la vie de Manuela, on se rend compte quand même que peut-être il y avait quelque chose à creuser à ce niveau-là. Mais enfin bref, même si la petite fille n'est peut-être pas la plus heureuse, c'est une petite fille intrépide avec vraiment un grand sens de l'aventure. Alors qu'elle est enfant, justement, elle profite de ses vacances pour apprendre à monter à cheval, on lui apprend même à utiliser des pistolets. C'est une jeune fille rebelle, brillante, attention, hein, polyglotte, mais rebelle. À ça, elle en a fait voir de toutes les couleurs, hein, aux religieuses qui lui servaient d'enseignante. Bon, à 17 ans, elle n'en peut plus, hein. Franchement, le couvent, c'est pas la vie rêvée pour elle. Et elle rêve d'aventure, Manuela. Donc, elle va s'enfuir avec un officier. Donc, on sait pas grand-chose sur cette aventure, hein. Je pense que sa famille a tout fait quand même pour faire taire le scandale. On sait quand même qu'elle va être rattrapée et que peu de temps après, on va la marier. Pas la marier de force, mais disons qu'on va fortement l'inciter à épouser un Anglais, James Thorne, de 40 ans. Donc l'union va se faire, mais bien sûr, vous en doutez, ça va être un mariage malheureux. Elle détestait pas son époux, mais Manuela disait que jamais elle pourrait aimer un homme qui riait sans vraiment rire, qui vivait sans vraiment vivre. James Thorne était un homme tiède et terriblement conventionnel. Ça n'aurait jamais fait avec Manuela, qui était le contraire de la conventionnalité. Au moins, James Thorne était un mari accommodant. Et surtout, donc, il va s'établir à Lima avec Manuela, et il va l'introduire dans les plus hautes sphères. Et surtout, James Thorne va donner beaucoup de liberté à Manuela. Il va la laisser faire ses activités.
Mais d'abord, un petit contexte politique s'impose. Donc la grande partie de l'Amérique du Sud était quand même aux mains de l'Espagne. Sauf que en ce début du 19e siècle, les mouvements indépendantistes sont de plus en plus forts. En 1820, c'est la ville de Guayaquil, donc en Équateur, qui se soulève et proclame son indépendance. En 1822, donc c'est la grande audience de Quito. Donc là, pour le coup, on va dire un peu plus de la moitié de l'Équateur actuel, qui proclame aussi son indépendance. Donc vous vous en doutez, le Pérou, et notamment la ville de Lima, n'échappe pas à ses volontés d'indépendance. Et quand Manuela s'y installe en 1817, il y a une forte activité d'espionnage. Et ce sont notamment les femmes qui assument ce rôle d'espionne. Et Manuela, qui bien sûr embrasse de tout son cœur la cause indépendantiste, va s'engager pleinement dans son rôle d'espionne. En plus, elle est riche, donc elle va aussi lever beaucoup de fonds pour financer la cause indépendantiste. Et comme Manuela, elle est intelligente, comme elle présente bien, c'était une femme très belle, elle va briller en société, les gens vont l'aimer, donc les gens vont lui parler. Et donc elle va devenir une espionne très 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 efficace. Et d'ailleurs, quand le général José San Martín va libérer le Pérou, il va donner à Manuela, ainsi qu'à 110 autres femmes, la médaille de l'Ordre du Soleil, donc qui est la plus grande distinction péruvienne. Mais la vie de Manuela va basculer le 16 juin 1822, quand elle va faire la rencontre qui va bouleverser sa vie. Elle va rencontrer Simon Bolivar. Simon Bolivar, ce leader indépendantiste qu'on ne présente plus, qui a participé à la libération de la Bolivie, du Venezuela, de l'Équateur, de la Colombie, je dois oublier d'ailleurs certains pays, et qui avait tenté de fonder la Grande Colombie, dont il fut le premier président d'ailleurs, qui avait pour mission d'être une confédération, la confédération des États d'Amérique du Sud. Ça va pas fonctionner. Mais bon, bref, on ne présente plus Simon Bolivar. Sachez que sans Manuela Sáenz, il n'y aurait peut-être pas eu de Simon Bolivar. Enfin bref, pas autant. Pas un Simon Bolivar aussi flamboyant. Alors leur rencontre sonne un peu comme un Disney. On ne sait pas si c'est vraiment très véridique. En fait, quand Simon Bolivar est entré triomphant dans la ville de Quito, il serait passé sous le balcon de Manuela Sáenz et celle-ci lui aurait jeté, je crois, une couronne de fleurs. Et puis il l'aurait attrapé, et puis il aurait levé la tête, il aurait vu le regard de Manuela, il serait tombé amoureux. Et ensuite, les deux se seraient rencontrés par la suite lors d'un bal. Ce serait une très belle rencontre, si c'est vrai. Bon, dans tous les cas, ils vont se rencontrer, ils vont tomber éperdument amoureux. Alors ça, c'est un peu le drame de sa vie, mais c'est vrai que Manuela va être plus amoureuse que Simon Bolivar. Simon Bolivar avait beaucoup de respect pour elle, et vous allez voir que de toute façon, il va lui être redevable. Mais Simon Bolivar, c'était un womanizer. C'était un homme à femme. Il pouvait pas s'empêcher d'avoir plein de maîtresses. Franchement, la relation était un petit peu déséquilibrée. Après, faut pas non plus voir Manuela comme une amoureuse désespérée. Elle était amoureuse de l'homme, elle était aussi amoureuse des idées. Et surtout, comme avec son officier, quand elle avait 17 ans, Manuela, elle voulait une vie pleine d'aventures, et puis elle savait qu'à l'époque, ça devait forcément passer par un homme. Donc forcément, grâce à Simon Bolivar, mais c'était une occasion exceptionnelle, justement, de pouvoir mener cette vie aventureuse dont elle rêvait. Et vous allez voir qu'elle va pas s'en priver. Pendant 8 ans, ils vont être quasiment inséparables. Donc Manuela va être la secrétaire de Bolivar, elle va être son archiviste, elle va aussi être sa conseillère politique, parce qu'elle était intelligente, Manuela. Elle est devenue tout de suite très amie avec beaucoup de généraux de Bolivar. Et sa parole était vraiment respectée. Alors, elle était aimée par les amis de Bolivar. Vous vous en doutez quand même que Bolivar était marié. Elle aussi était mariée, même si elle va se séparer très rapidement de son époux. C'est sûr, dans la société encore très conservatrice sud-américaine de l'époque, certains vont mal accepter cette situation, et elle va très vite avoir cette réputation quand même de libertine. Mais bon, elle s'en fichait, vraiment. Mais bon, Manuela, elle était accro à l'adrénaline, et donc elle va pas se contenter d'être secrétaire. Elle va aussi s'impliquer physiquement, notamment dans les opérations militaires de Simon Bolivar. Elle va participer à la bataille de Junín, la bataille de Junín, je sais pas comment on le prononce. En décembre 1824, elle va aussi participer à la célèbre bataille d'Ayacucho, qui va vraiment entériner la défaite des troupes royalistes, et
permettre l'indépendance du Pérou. Et Manuela, elle faisait tout, donc c'était un véritable commissaire de guerre, hein. Elle participait au recrutement des soldats, elle chaperonnait l'approvisionnement des vivres, elle gérait aussi les soins prodigués aux soldats, elle-même montait sur son cheval en tenue de soldat et n'hésitait pas à s'impliquer physiquement dans la bataille. Non, vraiment, c'était une hyperactive de la guerre, hein, Manuela. C'est simple, elle était partout. Et les autres généraux tarissaient pas d'éloges sur elle, hein. Par exemple, Antonio Sucre, un autre grand nom de l'indépendance, hein. D'ailleurs, la capitale de la Bolivie va prendre son nom. Et il me semble que l'aéroport de Quito a son nom aussi, a écrit des lettres dans lesquelles vraiment il louait le sens stratégique et la bravoure de Manuela. Vraiment, elle était d'une fidélité extrême, hein. Je crois que c'était peut-être la personne en qui Bolivar avait le plus confiance. D'ailleurs, en 1827, donc Bolivar va quitter la ville de Lima, hein, pour partir en expédition militaire, et il va confier la ville à Manuela. Il va y avoir des mutins, parce que des officiers vont vouloir proclamer l'indépendance de la ville et se rebeller. Elle va monter sur son cheval, elle va mettre sa tenue militaire, elle va aller les voir, elle va leur intimer l'ordre de cesser cette mutinerie immédiatement. Bon, malheureusement, on lui avait pas laissé assez de troupes, donc du coup, elle et ses partisans vont se faire emprisonner. Donc du coup, il va falloir que Bolivar revienne et reprenne la ville. Mais non, elle sait pas. Elle aurait pu fuir. On lui a proposé de fuir, mais non. Elle s'est dit plutôt la prison que de trahir la cause. Et son grand coup de maître, si je puis dire, c'est en septembre 1828, quand elle va sauver la vie de Bolivar. Alors je crois qu'elle l'a sauvé plusieurs fois, hein, en déjouant des complots, en ayant vent de complots. Mais là, c'est la fois où Bolivar est passé vraiment très très proche de mourir. En gros, ils étaient à Bogota. Ils étaient dormis dans la même chambre. Et des officiers rebelles vont pénétrer dans le bâtiment où les deux compagnons dormaient. Et Manuela va être réveillée par des coups de feu, par des bruits, et elle va faire se réveiller Bolivar et lui dire va-t'en, va-t'en. Bolivar, ce gros nigo, il va être en mode non, je vais me battre. Et elle a dit non mais laisse tomber, t'as rien, là t'as pas d'arme, enfin tu vas peut-être avoir un pistolet, j'en sais rien, va-t'en. Et donc elle l'a forcé à partir par la fenêtre et tout. Peu de temps après, les rebelles sont arrivés, ils lui ont dit il est où Bolivar, elle va leur indiquer une mauvaise direction, donc les rebelles vont partir, ils vont revenir, ils vont lui dire vous nous avez menti et tout, donc résultat ils vont la tabasser, mais jamais elle dira où est parti Simon Bolivar. Bon, heureusement, ils vont la laisser ensuite, hein, ils vont pas l'exécuter, sauf qu'entre-temps Simon Bolivar avait eu l'occasion de s'échapper, de réunir ses partisans et de mater la mutinerie, mais en vrai sans Manuela, il serait sûrement mort ce jour-là. Alors malheureusement, Simon Bolivar est malade. Alors, je sais pas si c'était le choléra. Il me semble que c'était le choléra, mais avec un petit doute. Ou la tuberculose. Enfin ouais, c'était une de ces deux maladies. Et il était question qu'il aille se soigner en Europe. Et donc, il va progressivement prendre sa distance avec Manuela. Et il va décéder assez rapidement, hein, je crois. Il va décéder en 1830. Et là, ça va devenir un peu compliqué pour Manuela, puisque du coup, sans Bolivar, ses opposants vont vraiment se faire une joie de la traîner dans la boue. Va y avoir de la propagande contre elle, des mannequins à son effigie vont être brûlés dans la rue ou pendus. En plus, elle va se faire expulser de plusieurs pays. Donc elle va notamment se faire expulser de l'Équateur par le président Rocafuerte. Si vous avez vu la présente vidéo, peut-être que ce nom ne vous sera pas étranger. Rocafuerte, donc c'était un président de l'Équateur, qui avait notamment écrit des lettres dans lesquelles il se désolait de l'implication croissante des femmes en politique, et notamment de cette Manuela Sáenz, qui était un horrible exemple pour les jeunes femmes équatoriennes. Voilà, un charmant homme. On va aussi l'expulser de Colombie, puisqu'on a peur qu'elle crée des troubles politiques. Elle va trouver refuge au Pérou. Elle va un peu vivoter, elle va vivre en faisant des traductions, mais elle va mourir du typhus. Et alors là, je crois qu'on l'a brûlée avec ses affaires, donc pendant très longtemps, on savait pas où étaient ses restes. Et c'est qu'en 88 qu'on a retrouvé ses restes. Et dorénavant, elle repose au Venezuela, je crois, à côté de Simon Bolivar. Et malheureusement, les calomnies vont continuer même après sa mort, hein. On va l'effacer de l'histoire de l'Équateur et de la Grande Colombie et de l'Amérique du Sud, de l'histoire de l'Amérique du Sud. Il va vraiment falloir attendre les années 20 pour que des historiens commencent à s'intéresser à son rôle, et vraiment le milieu du XXe siècle pour qu'enfin
on lui donne la place qu'elle mérite. Et en 2007, elle a enfin eu le statut d'héroïne nationale officielle de l'Équateur. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé faire des recherches sur elle, vraiment une femme passionnante, et je vous invite, surtout si vous êtes hispanophone, à faire plus de recherches sur elle. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'attendrai pas 2 mois pour sortir la prochaine. Celle-ci devrait être consacrée à un autre pays très différent de l'Équateur. Donc ouais, j'espère que vous allez apprécier. Et n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir franchement d'avoir des j'aime, ou à commenter. Et je vous dis à très très bientôt. Salut!